Je suis un petit breton, je suis né au bord de la mer et pourtant je déteste la mer et j'ai su nager qu'après être venu en région parisienne. Et en fait j'ai grandi dans une banlieue qui était un petit peu compliquée et dans une famille dans laquelle j'avais un père alcoolique et qui nous maltraitait. Et donc j'ai décidé à un moment donné de tout laisser tomber, de faire du sport. J'ai fini par trouver un peu ma place quand même avec les autres jeunes, mais qu'une fois que j'ai pu faire mes preuves en tant que sportif et à travers aussi les arts martiaux. Et à la maison, la seule place que je voulais prendre c'était celle de mon père, mais bon, c'est pas évident quand t'es gamin. Je suis devenu un gamin un peu compliqué et comme je voulais à tout prix quand même essayer de trouver ma place, je me suis laissé embarquer dans pas mal de petites affaires. J'étais pas un délinquant, mais j'étais pas non plus, voilà, j'étais pas tout blanc. Et donc, sorti de l'adolescence, globalement, j'ai eu le choix. C'est soit je continuais sur cette pente-là et je pense que je passais par la case prison, soit je me reprenais en main et je faisais autre chose. Et c'était pas évident en fait, parce que comme j'allais pas en cours pour éviter le collège et comme j'avais pas de bagages, j'étais pas un intellectuel, je savais pas trop quoi faire de tout ça. Et il se trouve que mon oncle était un grand colonel de l'armée. Et voilà, il m'a fortement suggéré de me diriger vers l'armée, ce que j'ai fait. Et voilà, c'est après dans l'armée que je suis devenu quelqu'un en fait, quoi. Jusque-là, je me cherchais et je me trouvais à travers les autres. Et là, je suis plutôt devenu moi, quoi. Je voulais devenir pilote d'hélicoptère dans la LAT et j'ai réussi le concours qui m'a permis de devenir ESOA, élève sous-officier d'active. Et dans cette école, en fait, quand j'ai fait mes classes, il se trouve que j'étais très bon en tir. Et que ensuite j'ai voulu bifurquer pour devenir tireur d'élite et qu'il y avait une dimension dans ce corps d'armée et dans cette spécialité d'analyse comportementale qui m'intéressait aussi beaucoup. Je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvais, que j'avais des compétences, et contrairement à ce qu'on me disait depuis que j'étais gamin, je pouvais faire quelque chose de ma vie, devenir quelqu'un. Et donc je dis pas que je suis devenu un homme, mais en tout cas ça a forgé ce petit exosquelette de bonhomme que je pouvais devenir, quoi. Il y avait quelque chose, quoi. Le moment clé de ma vie, c'est quelque chose qui va se passer après, puisque sorti de l'armée, je vais surtout passer beaucoup de temps, beaucoup plus qu'à l'armée, hélas, à l'hôpital, où en fait on va découvrir que ce qui m'est arrivé a déclenché une maladie génétique. Une maladie génétique, chronique, de système, et ça a attaqué, en fait, à ravager mon corps en très peu de temps. Et à la Pitié-Salpêtrière, en fait, j'étais dans une chambre qui était la chambre 210, côté fenêtre. Et en fait, le moment clé de ma vie, c'est tout simplement le jour où un docteur est venu pour parler à ma mère, qui était au bout de mon lit. Et le docteur a dit à ma mère, en fait, profitez bien du 210 fenêtre, parce qu'il lui reste plus que quelques mois à vivre, et entre-temps, il viendra sans doute aveugle, et il pourra plus marcher. Et en fait, le fait que ce docteur dise ça comme ça, avec cette brutalité, sans me donner un nom, en m'appelant par le nom, le numéro de ma chambre, etc., à ma mère, globalement, ça a déclenché une phrase, en fait. Ça a déclenché une phrase qui est devenue mon indo pour les années à venir. Et en fait, cette phrase, c'est tout simplement que ta mère ne t'enterrera pas. Tu dois trouver le moyen de t'en sortir. Ça peut être pour 1 an, 2 ans, 3 ans, comme pour 30 ans, 40 ans, je sais pas. Donc ça m'arrive à 17 ans et là tu te retrouves à l'hôpital, dans le service des gens qui ont le sida, maladie grave. En fait à ce moment-là, ça a démarré un cycle dans ma vie. Il y a vraiment un nouveau cycle, il y a eu un avant et un après, quoi. Et donc c'est l'élément déclencheur qui fait qu'après je vais tout faire pour m'en sortir. Et 27 ans plus tard, je suis là, je vois, je marche et je vis. Pendant 1 an et demi, en fait, je vais tout faire pour m'en sortir. Je vais m'intéresser à la médecine. Paradoxalement, en fait, je vais aussi m'intéresser à d'autres sciences. Et donc, je vais commencer à m'intéresser à la philosophie, je vais commencer à m'intéresser à l'histoire, à la géographie, à la politique, la Bible, le Coran, les hymnes du Veda, l'hindouisme. Et là, je tombe sur le taoïsme. Et je me dis, tiens, cette voie-là, si je l'emprunte, avec le bon mindset, potentiellement, je peux ne pas mourir. Alors moi, je suis focus. Moi, je suis dans un match de boxe contre ma maladie. Et je sais que je peux gagner qu'au point. Je peux pas gagner par KO, c'est pas possible. Et comme ça, pendant plusieurs années, donc 1 an et demi à l'hôpital, 3 ans et demi en fauteuil roulant. Et en fait, petit à petit, comme ça, je vais graduellement remonter la pente. Jusqu'au jour où, en fait, on va me dire, tu sais quoi, on voit plus rien. Et là, à ce moment-là, en fait, ma mère, elle, a une maladie et elle décède. Et donc, il se passe une chose dingue, grave, dure dans ma vie, c'est qu'en fait, quelque part, j'ai réussi. Mon truc de dire, ta mère t'enterrera pas. Et ça peut sembler être une victoire, à gauche, mais à droite, je viens de perdre l'être le plus important de ma vie. Et celle sans qui, en fait, j'aurais pas réussi ça. Et là, il se trouve qu'1 an après que ma mère soit décédée, je rencontre
la maman de ma fille. Et donc je me dis, tiens, t'as un nouveau but, mec. Et il se trouve aussi qu'en parallèle de tout ça, j'ai repris des études en fait, dans l'informatique, hein, tout bêtement, dans les années 90, donc au moment où ça m'arrive. Et mine de rien, je m'en sors bien dans les études aussi, et en fait je deviens ingénieur informaticien, puis très vite chef de projet, puis directeur de projet. Et en fait je m'inscris comme ça dans l'univers du digital, et je voulais y arriver. Et je voulais être le meilleur dans mon domaine, comme je voulais être le meilleur quand j'étais à l'armée en fait, quoi. Et donc à ce moment-là, je vais travailler 18 heures par jour pendant des années. Et de fil en aiguille comme ça, au fil des années qui vont suivre, en fait je vais pouvoir à chaque fois trouver des postes intéressants, être en agence avec plein de clients avec qui je vais pouvoir faire de l'accompagnement. Et je me rends compte que tout ce que j'ai appris avant m'aide en fait à travailler avec mes clients et les gens que j'accompagne sur leur transformation. Et enfin, dans ma vie, arrive en 2007 mon deuxième objectif de vie, qui est ma fille, Emma. Et là, tout est transcendé de nouveau, quoi. Tout, qui on est, notre histoire, notre vie, l'empreinte qu'on va laisser, et en fait tout prend un nouveau sens. Donc voilà ce qui s'est passé depuis ce moment-là. Il s'est passé énormément de choses, tout ça sur 27 ans. Si je devais revenir en arrière, je referais pareil, je subirais les mêmes choses, ce serait aussi dur, je pleurerais autant. Tu vis des choses dingues, folles, extraordinaires, anormales, dures. Et en fait, tu te construis à travers des choses qui sont hors normes, mais tu te construis quand même, quoi. Il y a quelque chose qui s'est profondément ancré en moi en 1993, c'est la notion de Nindo. D'avoir des valeurs et d'avoir, à un moment donné, un chemin clé, quelque chose, un objectif que l'on suit et duquel on ne sort pas. Et moi, mon Nindo, en fait, c'est que tu reviens jamais sur une promesse, c'est que tu vas au bout en fait, de tes forces pour atteindre l'objectif que tu t'es donné. Et que quand tu te donnes un objectif, en fait, tu te donnes tous les moyens pour y arriver. Et quand je promets quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il se passe quelque chose qui rende impossible, et j'aime pas le mot impossible déjà, parce que c'était impossible que je vive. Et j'ai vécu. Et à partir de là, en fait, le Nindo, il devient très clair. Si tu peux dire non, 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 moi je vis encore alors qu'on m'a promis que j'allais mourir, je suis désolé. Il y a plein de trucs qu'on peut faire dans ce cas-là. Moi, ce que je retiens des 43 dernières années, c'est que tu peux tomber le plus bas. Vraiment, tu peux tomber. Et des fois, tu dois tomber le plus bas possible pour venir prendre appui et remonter, et qu'il n'y a rien qui t'empêche d'aller très 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 haut derrière. Et je retiens qu'il faut savoir vivre des choses extrêmes et extrêmement dures, parce qu'en fait, dans cette difficulté, on apprend énormément, en vérité. La simplicité n'aide pas tant que ça. Avoir des choses toujours facilement n'aide pas tant que ça. Parce que la vie, c'est pas ça. Et donc le jour où ça te tombe dessus, tu fais quoi? Si tu l'as pas vécu, tu fais quoi? Tu découvres à 43 piges que tu peux être malade, que la mort, elle existe vraiment, c'est pas dans les films. Tu fais quoi? Pour moi, c'est ça la vie, et c'est ça que je retiens de ma vie. J'ai morflé grave, mais je kiffe ma vie. Grave. Quoi que je fasse, quel que soit le chemin que je prends depuis 27 ans, j'essaye de me respecter moi à travers les choix que je fais. Mais donc, respectez-vous. Et quand vous vous respecterez, en vérité, vous ferez plein de belles choses. Et ça plaira peut-être pas à tout le monde. C'est votre vie, c'est pas celle de tout le monde.